laisse la bouteille. Cet hebdo, édition du, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, le débat a commencé bien avant que nous ne soyons à l'antenne. Cet hebdo, édition du dimanche 2 mars 2025. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Devoir de mémoire quand l'histoire divise. Depuis une semaine, la scène politique est emprisonnée dans un débat né de propos d'un acteur politique camerounais. Je cite, Ouandi est un bandit nationaliste camerounais condamné à mort et fusillé sur la place publique le 15 janvier 1971. Ernest Ouandi et d'autres militants de l'UPC ont vu leur contribution à la lutte pour l'indépendance du Cameroun reconnue et saluée par le chef de l'État à travers une loi, celle du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Pourtant, l'histoire de cette période ne se raconte pas de la même façon aujourd'hui, c'est ceci sous le regard des dirigeants camerounais. On parle de ce sujet en 4 temps dans cet ordre. D'abord, la polémique, ensuite la difficulté à connaître l'histoire du Cameroun. On reviendra également sur la loi de décembre 1991 et pour sortir, on parlera du timing de cette sortie. Il faut le dire, nous sommes en année électorale. Et il a parlé de Yaoundé, mais ce midi, nous parlons de Yaoundé et de Douala. Route et insalubrité, le Premier ministre met la pression, titre Cameroun Tribune. Au cours d'une concertation avec le maire de la ville et les maires des 7 communes de Yaoundé, Joseph John Gouté a instruit un renforcement des actions en cours et plus de synergie pour faire face aux problèmes de ville poubelle. Cerise sur le gâteau avec des routes extrêmement dégradées. Quand on sait que ça fait des années que ça dure, que peut-on espérer de ce réveil du chef du gouvernement? On parle de tous ces sujets avec vous, Claude Bernard Signé. Vous êtes le secrétaire général de l'UPC Manidem. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et bonjour à mes copanélistes. Je salue également tous vos téléspectateurs et je promets que sur ce plateau, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour éclairer l'opinion nationale et internationale, puisque vous émettez aussi à l'international, oui, sur des questions préoccupantes de l'heure. Et j'affirme bien ma position d'homme politique camerounais, de l'opposition, et je viens ici pour donner l'analyse selon l'angle de cette position. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Face à vous, nous recevons Anissé Ekane du Manidem. Bonjour Monsieur Ekane, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je dis bonjour à vos téléspectateurs. Je tiens à préciser que l'UPC Manidem, ce n'est pas le Manidem, même si vous réclamez tous de la philosophie de l'UPC. Je crois que vos téléspectateurs savent très bien la différence. Bon. Donc je dis bonjour aux téléspectateurs et j'espère que le débat sera riche parce que ça vaut le coup. Merci en tout cas d'être avec nous, Anissé Ekane. À côté de vous, nous recevons Marlise Tongo Douala Bell du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en lieu et place du docteur Patrick Rifoé empêché. Bonjour honorable, j'aime vous appeler honorable, mais vous n'êtes plus député. Merci beaucoup, merci de m'avoir convié. Je présente mes excuses pour les lunettes que j'arbore, c'est que j'ai un petit souci avec mes yeux et la lumière est un peu gênante pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ces lunettes. J'espère aussi que tout à l'heure je comprendrai mieux la nuance qu'il y a entre UPC Manidem et Manidem. Peut-être que tout de suite, c'est quoi la nuance entre l'UPC et Manidem? Je pense qu'elle fait de la mauvaise foi. Vous avez milité dans le Manidem, non? Donc vous devez en savoir quelque chose. Non, mais attendez. Oui. Ma question c'est, quelle est la nuance? Qu'est-ce qui fait que UPC Manidem existe à côté de Manidem? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui fait que l'UNDP existe à côté de l'UNDPC? C'est donc pour les mêmes raisons? Ils sont dans des orientations politiques idéologiques identiques. L'UNDP et le RDPC, c'est pareil pour l'UPC Manidem et le Manidem. Les orientations idéologiques. Ça me paraît léger quand même. Alors si les orientations... Vous êtes des partis au joulatistes, c'est clair, c'est net. Mais si l'orientation idéologique est la même, pourquoi ne pas être un seul parti politique? Quand vous me posez la question, je repose la question, pourquoi l'UNDP? Non, pourquoi sauf que là, tout de suite, Anissé Ekane, on parle de l'UPC Manidem et du Manidem. C'est parce qu'il est embarrassé, laissons-le. Pas du tout. Pas du tout.
parce qu'il y a des différences tactiques qui sont périphériques par rapport à l'orientation idéologique. Pareil pour l'UNDP et le RDPC. Idéologiquement, ils sont des partis ojulatistes, mais ils ont des intérêts divergents à défendre. L'un, c'est la bourgeoisie et Kang, l'autre, c'est la bourgeoisie du Nord. Voilà. Voilà. Et vous, alors, c'est quelle bourgeoisie entre vous deux? Nous, Ou bien comment dirais-je... je parle de la différence tactique. Très bien. Vous êtes des partis de la bourgeoisie, des différents clans du pays. Et vous êtes les partis du peuple. Oh, très bien, merci en tout cas. Honorable, pour votre sujet d'entrée, il y a cette une de mutation qui présente le séjour, la campagne, la pré-campagne dans la région de l'extrême nord. Et la une de mutation dit... je vais vous lire exactement ce que la une dit. Extrême nord, la fille aînée courtisée, je ne sais pas si la réalisation également peut nous mettre l'image à l'antenne. Extrême Nord, la fille aînée courtisée. À quelques mois de l'élection présidentielle, le pouvoir se montre particulièrement attentionné à l'égard de la région la plus pauvre du Cameroun, mais à fort potentiel électoral. Je veux dire ce contraste. Comment est-ce que vous l'expliquez? L'extrême Nord, région la plus pauvre du Cameroun, pourtant à fort potentiel électoral. Comment est-ce que vous expliquez ce contraste? Je ne comprends pas votre question. Il n'y a que démographique. Non, il n'y a que démographiquement. Oui. L'extrême nord est riche en ressources humaines. Donc riche en voix, c'est-à-dire en suffrage. Il n'y a que, effectivement, l'extrême nord est la fille aînée du renouveau. Il n'y a que l'extrême nord souffre d'un certain nombre de problèmes, de préoccupations très graves qui nécessitent un regard plus pointu et un regard de proximité qu'on n'a peut-être pas su avoir tout le temps. Donc je ne vois pas en quoi ça devrait étonner si ces personnes qui ont écrit ces articles sont déjà en campagne et veulent donc en fait, ces personnes ne comprennent juste pas comment une région avec un aussi fort potentiel en ressources humaines demeure la région la plus pauvre du Cameroun. Mais qui vote RDPC? Mais c'est ça. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas une contradiction finalement? Non, c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Donc plus on est au pauvre, plus on vote RDPC. Très bien. On peut aimer même quand on a une relation difficile avec quelqu'un. Très bien. Alors, devoir de mémoire quand l'histoire divise, je le disais, depuis une semaine, la scène politique est emprisonnée. Alors, le professeur Albert Dikoumé-François est censé nous rejoindre parce que j'ai encore échangé, j'ai discuté avec lui tout à l'heure, il était 9h, 8h57 par là, donc presque 9h. Et effectivement, il m'a assuré de ce qui sera sur le plateau. Donc, je le disais, devoir de mémoire quand l'histoire divise. Depuis une semaine, la scène politique est emprisonnée dans un débat né de propos d'un acteur politique camerounais. Je cite, Wandi est un bandit, nationaliste camerounais condamné à mort et fusillé sur la place publique le 15 janvier 1971. Ernest Wandi et d'autres militants de l'UPC ont vu leur contribution à la lutte pour l'indépendance reconnue et saluée par le chef de l'État à travers une loi, celle du 16 décembre 1991, portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Honorable, on commence avec vous. Ernest Wandi, traité de bandit, est-ce qu'il y a matière à s'indigner? Bon, moi, je pense qu'il y a matière à s'indigner. En tout cas, moi, je me suis sentie affectée par cette déclaration parce qu'elle me semble pas politiquement correcte. Elle ne me semble pas politiquement correcte. Et j'ai d'ailleurs commis un petit texte où je demandais à Elim Bilobé de présenter ses excuses. D'accord. Donc maintenant, ça c'est sur la forme. Oui, ça c'est sur la forme. Ça c'est sur la forme. Parce que politiquement, c'est la forme. Non, politiquement, politiquement, c'est la forme. Maintenant, si on va dans le fond, c'est-à-dire ce que Elim Bilobé conteste, avec les arguments qui sont les siens, là, ça devient un autre débat. Mais accordons-nous déjà sur le fait que, en tant que leader politique, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même la responsabilité de la cohésion
national, Oui. cette déclaration me paraît un peu forte. D'accord. Maintenant, je crois que dans le débat, nous allons entrer dans le fond. Pourquoi est-ce qu'elle vous paraît forte, la déclaration? Mais parce qu'elle est clivante d'abord. Oui. J'aime pas trop tout ce qui est clivant parce que ça relève plus de la passion que j'allais dire, de la mesure, enfin, nous devons faire l'effort quand il y a des sujets graves de prendre un peu de recul et de soigner quelque peu nos déclarations pour qu'elles ne heurtent pas. Moi, je me suis sentie heurtée. D'accord. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, nous irons dans le fond. Et je ne crains rien. Ce n'est pas parce que vous avez mis 3 UPCistes ou UPCistes et demi et notre UPCiste face à un seul RDPciste, ce que je trouve déséquilibré. Mais je pense que nous aurons chacun dans sa prise de parole des arguments qui pourraient aider à ce que le débat avance. Alors, Anissé Kani, est-ce qu'il faut faire le lien entre cette sortie, cette polémique et les travaux de la commission mixte franco-camerounaise portant sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971? Est-ce qu'il faut faire le lien entre cette polémique et... Il y a absolument un lien, puisque c'est maintenant que la France, avec des démarches un peu bizarres, reconnaît qu'elle a participé à une guerre pour empêcher l'indépendance du Cameroun. Oui. Et le pouvoir en place aujourd'hui, fille du pouvoir d'Aïdjo, fait exactement la même démarche. Mais depuis l'hypocrisie de la loi du 16 décembre 1991, où le pouvoir réhabilite le bourreau et la victime, c'est pas la première fois qu'il y a une polémique sur les figures historiques de la lutte de libération du Cameroun. Donc, nous ne sommes pas particulièrement surpris par la sortie de Limbi, même comme celle-ci est particulièrement scandaleuse. Je voulais reprendre, je suis un peu étonné d'avoir à côté de moi Marlise, qui a milité dans un mouvement avec nous en clandestinité, un mouvement progressiste, UPCiste, il faut le préciser, et qui aujourd'hui n'arrive pas à être claire sur Wandji. Elle dit que c'est politiquement incorrect. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est politiquement incorrect. Il faut premièrement dire que est-ce que c'est historiquement vrai que Wandji c'est un bandit, un criminel? Est-ce que c'est historiquement vrai? Si c'est historiquement vrai, je ne crois pas que Paul Biya et les Français, aujourd'hui, pouvaient réhabiliter quelqu'un qui est historiquement un bandit. Sans cela qu'il y a un peu une contradiction entre les histoires que c'est pas politiquement correct, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui intéresse. Il faut se poser la question, est-ce que le rôle que Wandji a joué dans la lutte de libération de notre pays avec ses camarades de l'UPC est un rôle qu'on peut attribuer à du banditisme? C'est ça qui choisit. Est-ce que on peut estimer que les Wandji, les puisque également a été souvent victime de ce genre d'attaque stupide, est-ce qu'on peut estimer que cette lutte peut se résumer à du banditisme? C'est en cela que ça pose un problème sur l'histoire de notre pays. Comment en 2025, un Camerounais sain d'esprit, apparemment un homme politique, peut estimer que l'action d'Ernest Wandji peut être assimilable à l'action d'un bandit? Voilà la question centrale. Alors, Monsieur Signé, Ernest Wandji qualifié de bandit, quel est l'impact d'une telle déclaration sur la légitimisation finalement de la lutte nationaliste? En effet, madame, nous devrions faire remarquer d'entrée de jeu
que cette situation est grave. Oui. Et en tant qu'une situation grave, ce n'est pas aujourd'hui que vous devriez être en train de poser la question aux hommes politiques, mais le procureur de la République aurait dû, dès le premier instant, se saisir de cette question pour ne serait-ce que éduquer le reste de la population. Oui. Parce que quand on laisse faire des choses aussi gravissimes, cela peut induire d'autres Camerounais en erreur. En effet, pour parler de Ernest Ouandié comme figure historique, nous convoquons ici la loi de 91. Oui. Cette loi dit que des personnes réhabilitées en tant que figure historique, la loi épurge tout préjugé qui pourrait, même si ces préjugés avaient été vrais, qui pourrait entourer leur nom. Donc, dit comme ça, et qu'aujourd'hui, quelqu'un se lève un beau matin et sur les antennes d'un média qui est écouté par tout le Cameroun et par tout l'international, c'est grave. Grave parce qu'il viole principalement la loi. Et quand on viole la loi, on doit subir les rigueurs de la loi. Nous, à notre niveau, à l'UPC Manidem, nous allons suivre la démarche qui est indiquée dans ce cas, c'est-à-dire que nous devons saisir d'abord le média en question pour un droit de réponse. Nous avons déjà entamé cette démarche et que, après le droit de réponse, puisque la loi exige que l'individu sera sur le plateau et sera confronté à ses propos, s'il s'entête à ne pas comprendre raison, notre mission d'éducation de la population, puisque c'est notre rôle politique, nous amènera à saisir le procureur pour que ce monsieur subisse la rigueur de la loi. Cela étant dit, est-ce que ces propos doivent porter atteinte à la mémoire historique de Ernest Ouandié ou la mémoire du Cameroun? Bien que non, parce que c'est un épiphénomène. Qui est celui qui le dit? Celui-là a quelle qualité? Est-ce qu'il a des éléments pour justifier ce qu'il a déclaré comme énormité? Pour la gouverne de nos téléspectateurs, je voudrais rappeler que Ernest Ouandié, c'est un nationaliste rompu. Oui. Il était d'ailleurs un enseignant. C'est des conditions de vie sous la colonisation qui le poussent, lui et ses camarades, à s'inscrire dans la logique de revendication de l'indépendance. Et l'UPC fondé, ils obtiennent gain de cause parce que nous avons quand même obtenu le principe d'indépendance. Mais il se trouve que ceux qui ont gagné ce principe d'indépendance ont été écartés de la gestion du nouvel État indépendant. Et c'est pour établir la justice qu'ils ont continué la lutte. On ne peut pas avoir un parti politique avec un projet de société pour gouverner un nouvel État. Il gagne d'ailleurs le principe d'indépendance, j'appelle bien principe parce que Ernest Ouandié lui-même le disait, l'indépendance que nous vivons aujourd'hui n'est pas l'indépendance pour laquelle nous nous battions parce que ce n'est qu'une indépendance nominale. Une indépendance dont les gérants de l'indépendance aujourd'hui ont vidé le contenu. C'est pourquoi nos pères fondateurs ont donné leur vie, on a pris sur un plateau d'argent et remettre aux mains de leur bourreau. Donc il est légitime pour tout Camerounais de saluer la mémoire de Ernest Ouandié qui s'est donné corps et âme. Qu'est-ce qu'il pour pourquoi on va continuer le combat? Est-ce parce que l'indépendance a été donnée aux personnes comme Amadou Ahidjo, le président Amadou Ahidjo de regretter mémoire, ou alors est-ce parce que
il ne considérait pas que c'était une véritable indépendance. D'abord, j'ai dit tout à l'heure, dans tous les pays du monde, vous pouvez le vérifier, ceux qui se battent pour l'indépendance et l'obtiennent, c'est eux qui dirigent le nouvel État indépendant. Ça, c'est un. De deux, on se bat parce qu'on a un projet de société pour son pays. Ce projet de société, quand on écarte ceux qui ont gagné l'indépendance, d'ailleurs, on les a tous mis à mort. Ceux qu'on n'a pas pu tuer, on les a exilés. Et ceux qui sont morts à l'extérieur, comme Félix Roland Moumié, le président de l'UPC, son corps a été interdit de retour au Cameroun. Parce que justement, son projet de société, il faut le refuser. Et lorsque le nouvel État indépendant est gouverné par les mêmes lois de la colonisation, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui que nous sommes dans un État néocolonial, le nouvel État indépendant est gouverné par les règles de la colonisation. Il fallait se battre contre ça. Nous, les héritiers de Wandié, nous continuons cette bataille. Très bien. Donc, c'était légitime, c'était légal. L'erreur que M. Aïdjo, que vous avez cité, a commis, je crois que la loi de 91 venait pour un peu réparer cette erreur et rétablir la vérité sur celui qui s'est battu. Malheureusement. Très bien, vous terminez. Je termine. Oui. Pour le cas, dit que Ernest Wandié était un bandit et l'individu qui l'a clamé a cité qu'il volait des terres. Aujourd'hui, nous savons, il est de notoriété nationale que Ernest Wandié a laissé des enfants. Est-ce que vous voyez un seul enfant de Ernest Wandié réclamer le patrimoine de son père dans le Mungo en termes de terres arrachées? Je ne crois pas. Si vous êtes journaliste, si vous avez cela comme preuve, vous pouvez le mettre en avant. Très bien. Est-ce que Ernest Wandié a laissé des enfants? Oui. Est-ce que Ernest Wandié a des terres arrachées? Non. Est-ce que Ernest Wandié a passé toute sa vie dans le Mungo? Non. À son retour d'exil, puisqu'il est venu en 1961, il a mis moins de 2 ans dans le Mungo. On l'a déporté dans son QG du Mont Coupé. Et c'est dans le sud-ouest qui était la partie libre du Cameroun sous la dictature Aïdjo qu'il a passé le restant de son temps et organisé son combat. Donc aujourd'hui, dire comme celui-là qu'il a passé le temps là-bas à arracher les biens, les terres et les autres, je crois que le monsieur fait une fixation sur son habituel combat de tous les jours qui cherche à opposer les tribus camerounaises. Honorable. Et je crois que beaucoup de gens sont en train de s'aligner derrière lui dans un combat tribaliste. Il faut que la lanterne soit éclairée aujourd'hui. Alors le professeur nous a assuré qu'il est en chemin, qu'il est à moins de 5 minutes du studio. Honorable Bell, vous avez dit tout à l'heure que politiquement cette sortie de cet acteur politique est incorrecte, mais historiquement, est-ce que vous la considérez comme vraie? Je crois avoir entendu l'UPC Manidem dire que si jamais il n'y avait pas une action portée contre Elimbi Lobé, eux, ils porteraient plainte. Bon, ben qu'ils attendent les arguments de Elimbi Lobé. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on s'en mêle les pieds. Pour moi, le combat ne doit absolument pas être un combat tribaliste. Parce que ça assassine le Cameroun. Cette sortie, est-ce que cette sortie est tribaliste? Écoutez-moi. Cette sortie, vous la considérez comme une sortie... Je ne la considère pas comme une sortie tribaliste. Parce qu'il faut faire attention. Est-ce que Elimbi Lobé parle de Ernest Wandié comme président de l'UPC ou alors il parle des Bamileke? Il a parlé des deux. Donc, si c'est le cas, attendons le procès. Parce qu'il faudrait... Parce que, vous savez, quand... y a Anissé qui a dit beaucoup de choses intéressantes et qui a semblé s'offusquer du fait que j'ai eu un passé UPCiste et qu'aujourd'hui, je sois contre Ernest Wandié. C'est peut-être pour ça que je vous repose la question. Je ne suis pas contre Ernest Wandié. Ernest Wandié, ce que je pense, je ne dis pas ce que quelqu'un d'autre pense, ce que moi, Marlise Douala Bell, je pense, c'est que
pour lui, les choses n'ont pas été faciles. Parce que gérer un maquis, sans armes, sans argent, sans approvisionnement, c'est quasiment, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Et puis quand il rentre de Conakry, il arrive dans le maquis. Ce maquis-là, il le connaissait encore. Il y avait déjà des bandes armées organisées. Il a eu beaucoup de problèmes. Donc moi, si je dois parler de Ernest Ouandié, j'en parlerai comme comment dirais-je, comme un leader, un grand homme en difficulté. En difficulté, pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que finalement, son envie de venger les pères fondateurs, et notamment Moumié, n'a pas finalement affaibli sa stratégie parce qu'il n'a plus pris le temps de, comment dirais-je, d'organiser son retour de manière à être efficace. Moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, je ne suis pas du tout au niveau du combat de Elimbi Lobé ou qui que ce soit. Non, non. Je me pose des questions, je dis, ce monsieur, je l'ai vu, comme tout le monde, dans l'interview à Genève. Je l'ai vu, je l'ai regardé en tant que psychologue. J'ai vu quelqu'un qui avait une densité, quelqu'un qui a d'abord un très bon niveau verbal, qui était concis, mais clair dans ce qu'il voulait. Je l'ai vu comme un grand leader. Moi, je l'ai vu comme un grand leader. Maintenant, quand on voit tout ce qui s'est passé dans le maquis, que ce soit dans le Mungo, que ce soit dans le Nkam, que ce soit à l'Est, et qu'on analyse froidement, on réalise qu'il a été piégé dans quelque chose où il n'avait plus tout à fait le contrôle de ce qui se passait. Oui. Et il s'est donc passé des exactions intolérables. Donc voilà ma pensée. Est-ce pour autant qu'on pourrait le traiter de bandit? Vous avez déjà mon sentiment là-dessus. Vous avez déjà mon sentiment là-dessus. Jamais j'aurais fait une déclaration similaire. Mais peut-être qu'il y a des gens outillés avec des documents, parce que ça ne doit pas être une parole légère. Si Elimbi Lobé l'a dit, il faudra qu'il apporte la preuve de ce qu'il a dit. Et il y a des gens, et Elimbi Lobé, excusez-moi, ce que je constate depuis dans la toile, c'est que Elimbi Lobé n'est pas seul. Elimbi Lobé n'est pas seul. Il y a plusieurs personnes qui semblent avoir une documentation qui prouve que les exactions ont eu lieu et de manière grave et sévère contre le peuple camerounais. Après les indépendances, parce que moi, mon papa était UPCiste, oui. Mais il était UPCiste avec les Moumiés, parce que Moumié les a retrouvés au nord dans les années 54 ou 53, je ne me rappelle plus la date. Je naissais donc là-bas à Daroua. Mon papa me dit qu'il n'y avait pas sur 100 fonctionnaires, ils étaient tous des jeunes fonctionnaires, oui. Sur 100 fonctionnaires, 98% étaient UPCistes. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient les frustrations et les brimades et l'irrespect de la dignité des Camerounais qu'ils étaient pour supporter le colon. Oui. Donc ils ont tous considéré que l'UPC était l'outil qui pouvait les débarrasser du colon. Et après l'indépendance, c'est-à-dire après 1960, mon père se retrouve en Konsamba. C'était très grave là-bas en Konsamba parce que les travaux publics hébergeaient l'armée française. Et tout se passait dans notre cour. Donc j'ai vécu des choses qui m'ont aussi touchée, affectée, traumatisée. Et quand... à mettre sur le compte de qui? À mettre l'armée française. L'armée française. L'armée française, elle habitait là dans le camp. Et maintenant, quand mon père, j'en parle après avec lui, me dit que oui, mais en fait, moi, je me suis désolidarisée de l'UPC parce que j'estimais que l'indépendance était déjà quelque chose à prendre et qu'on pouvait se contenter de cette indépendance-là pour faire des choses et bâtir le pays, peut-être de manière imparfaite, mais au moins sans qu'il y ait les tueries qu'on a vécues après. C'est comme ça que mon père se désolidarise, et je crois beaucoup de personnes aussi de l'UPC.
après les indépendances. Très bien. Voilà, mais seulement l'UPC, elle n'était pas satisfaite parce que l'UPC avait l'impression d'un dol, d'une tromperie, et il voulait continuer le combat. Mais avec la chair à canon, c'était qui? La chair à canon, c'était les Camerounais, pas autre chose. La chair à canon, c'était les Camerounais. Oui. Anissé Kane avant le professeur, parce que le professeur nous a rejoint. Bonjour professeur Dikoum. Merci d'avoir pu nous rejoindre sur STV. J'espère que vous allez bien, professeur. Ça va. Très bien. Anissé Kane, juste avant vous. Oui, alors je voulais dire, l'occasion fait le larron. Peut-être que Limbi nous a donné la bonne occasion pour mettre les points sur les i sur l'histoire de notre pays et les responsabilités. Première chose, l'UPC n'a pas décidé d'aller au maquis. C'est ça. Après les émeutes de 1955, le professeur est là, on a contraint l'UPC au maquis. Et c'est même l'une des raisons d'une certaine impréparation au maquis. 1. 2. En interdisant l'UPC, on demandait aux dirigeants de l'UPC, vous abandonnez ou on vous tue. Puisque l'interdiction de l'UPC voulait dire que c'est de hors-la-loi. C'est pour ça qu'il faut dire que l'UPC n'a pas continué le combat parce qu'on a donné le pouvoir à Idio. Non! Même si on donnait le pouvoir à Idio, et que Idio était sur le sillage des revendications des Camerounais en ce temps-là, et l'UPC l'a prouvé en 56 ou avant, sa disponibilité à accepter des compromis. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que l'UPC était intransigeante, sauf les imbécilités de Mesmer, qui dit qu'il faut couper la tête aux UPCistes. L'UPC, la table ronde, la main tendue, tout ça, c'est l'UPC. Et les dirigeants UPCistes étaient d'une disponibilité au dialogue qui ne peut pas aujourd'hui leur donner le terme de gens radicaux, Extrémistes, etc. Il faut faire le point sur les îles. Tant mieux aujourd'hui, notre jeunesse va l'apprendre. Troisièmement, nous, on n'a pas un problème avec Elimbi Lobé. C'est pas Elimbi Lobé, c'est Epsilon, il n'existe pas. Le problème, c'est que sa déclaration a une insinuation. Et il l'a dit de façon explicite. Elimbi Lobé parle les Bamileke. Tous les Bamileke n'étaient pas à l'UPC. Est-ce qu'il faut mettre cette sortie sous le compte du tribalisme? Mais puisqu'il a dit. Plus grave, de l'excitation à la division, à la haine tribale. Il a dit. C'est ça, c'est grave. Tous les Bamileke n'étaient pas à l'UPC. Il faut le dire. C'est comme ceux, je ne vais pas les citer. Aïdjo n'était pas à l'UPC, par exemple. Certains, quand ils parlent de ils disent nous les Bassa, on a lutté. Les Bassa n'ont pas lutté. Certains Bassa ont été à l'UPC. Il faut le dire. Donc l'assimilation en disant les Bamileke de l'UPC ont pris des terres dans le Mongo. C'est un scandale. Parce qu'il y avait plein de Bamileke anti-UPCistes notoires. Et on a même baptisé le département au nom de certains, comme l'UPC, est-ce que l'UPC c'était un parti mais tribal? Elimbi aussi a parlé des Bamileke de l'UPC, il n'a pas parlé de tous les Bamileke. Non. Il a dit que le combat de Wandji dans le Mongo, c'était pour servir les intérêts des Bamileke qui prenaient des terres aux responsables du Mongo. Je suis du Mongo, je connais ça. Mon père a été attaqué pendant un parti tribaliste. Non, l'UPC ne pouvait pas être ne pouvait pas être un parti tribaliste. D'ailleurs, quand vous regardez la direction de l'UPC, est-ce que vous avez un sentiment de problèmes tribaux dans l'UPC? J'ai eu le message. Le secrétaire particulier de Wandji, c'était Makembentolo de Dibomari, comme Elimbi. Adolphe Makembentolo. Comment le principal responsable, où il a envoyé? Il n'a pas envoyé Makembentolo dans le Mongo. Il a envoyé justement en pays Bamileke. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une assimilation, une distinction tribale dans les affirmations dans la démarche de Wandji NRC. Ce qui nous horripile, ce n'est pas
que Limbe ait son point de vue sur Wandé, peu importe. Ce qui est dramatique, c'est que ce propos, explicitement et implicitement, attise la haine tribale. La preuve, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les farfelus qui ont des documents, qui ont un sens ou qui n'ont pas, les sortent maintenant en disant que on a tué, que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon frère, s'étaient occupés des terres. Et certains documents montrent même que la complicité dans ce brigandage par des bandits se réclamant de l'UPC, ce qui était faux, était sous la corruption des autorités administratives, les gendarmes, les policiers, les préfets, qui ont donc participé à cette expropriation faite par des bandits. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que Limbilobé fasse cet amalgame, etc., est scandaleux. Parce que historiquement, c'est faux. Politiquement, c'est très, très dangereux. Très bien. Le professeur avant Monsieur Signé. Alors, professeur, après plus de 58 années d'indépendance, pourquoi est-ce que, je précise également que vous êtes un fils du Mungo, en plus d'être un historien, pourquoi est-ce que... Il n'est pas qu'historien. Le professeur a passé des années dans les camps de concentration. Effectivement. Il faut le dire. Donc, après plus de 58 années d'indépendance, pourquoi est-ce que les textes produits par des universitaires et autres historiens, dont vous, n'arrivent pas à faire totalement la lumière sur cette partie de l'histoire de notre pays? Je veux dire, pourquoi est-ce que l'histoire, confère cette polémique, change en fonction de l'orateur? Merci de me donner la parole. Ce que je vais dire, c'est que il y a de très bons textes, c'est-à-dire des mémoires, des thèses qui ont été produits par des universitaires, par des étudiants, mais qui ont produit des mémoires, des thèses, mais aussi par des enseignants. Oui. Le problème, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, avant vous, j'ai discuté également avec des historiens, mais je peux vous assurer que le regard sur cette partie de l'histoire du Cameroun n'est pas un regard qui va dans le même sens. Ils ne disent pas exactement la même chose. Dans quel sens? Dans le même sens que... Il y en a qui soutiennent qu'effectivement l'UPC aurait commis des exactions dans le Mungo, tandis que d'autres font savoir que ces exactions étaient commises par des bandes armées. Vraiment, estimer ou déclarer que c'est l'UPC qui a commis des exactions dans le Mungo, c'est ne pas connaître l'histoire de la lutte de l'UPC. L'UPC ne peut pas avoir pour projet. L'UPC n'a jamais eu pour projet de s'emparer, comme certains le disent, des villages des autochtones du Mungo. Comme l'a dit M. Ekane tout à l'heure, dans le Mungo, il y avait l'UPC. Avant l'UPC dans le Mungo, il y avait des bandes armées. Des bandes armées qui existaient également à l'ouest, il faut le dire. Et dans d'autres régions du Cameroun. Et qui ont fait les mêmes exactions. Oui, ce sont des gens qui étaient des pêcheurs en eau trouble, qui voulaient profiter de l'insécurité ambiante pour s'enrichir. Ce sont ces gens qui ont déferlé dans les villages du Mungo. Mais il y avait aussi des supplétifs. C'est ce qu'on ne dit pas. Il y avait des supplétifs de l'armée. Ce qu'on appelait les corps francs dans le Mungo, qu'on appelait commando à l'ouest, étaient plus craints que tout le monde. Je crois que les gens ont tendance à les oublier. Est-ce que les historiens ont rétabli cette part de vérité? Ben oui, j'ai été membre de 2 jurys de thèse l'an dernier qui parlaient justement de ces problèmes. Hein? Le problème, c'est la vulgarisation. Ces documents n'ont pas encore été convertis en ouvrages ou
en articles. Quand ces documents le seront, les gens sauront également la vérité. Il est dommage qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, les gens agitent des vieux démons. Les démons du tribalisme, le démon de la haine. Parce que pour moi, ce sont des ingrédients extrêmement dangereux. Quand on entre dans cette logique et que il y a des réactions, c'est la guerre civile. Est-ce que nous avons le droit de convoquer aujourd'hui la guerre civile au Cameroun? Ce sont les excès, ce sont les exagérations qui font que le climat soit aujourd'hui tendu. Il faut garder tête froide. Ça, c'est extrêmement important dans ce pays. J'étais à une émission la semaine dernière, j'avais posé cette question. Pourquoi c'est maintenant? On reparlera du timing, justement. Tous ces problèmes, n'est-ce pas, sont remis à la surface. On reparlera du timing de cette polémique. D'accord. Monsieur Signé, est-ce qu'il faut comprendre que même l'héritage des martyrs aujourd'hui, des martyrs de la lutte pour la souveraineté nationale, ne parvient pas à dépasser ces clivages ethniques et partisans? Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que, d'abord, la mission d'éducation publique, c'est une mission étatique. Il est de notoriété publique aujourd'hui que ce qu'on enseigne à nos enfants n'est pas la véritable histoire du Cameroun. Il faut commencer par là. Il faut ajouter à cela, sur le timing de ces propos qui font actualité aujourd'hui, que ces propos sortent au moment où M. Biya et M. Macron se sont entendus pour prendre un rapport sur justement les mémoires du Cameroun. Comme Anissé Kane, vous faites le lien? Il y a un lien. C'est la même période. C'est pour ça que ça apparaît, pour justifier quelque chose. Donc, lorsque le bourreau revient à écrire lui-même l'histoire du peuple opprimé, il faut chercher du support des gens pour porter sa communication. D'ailleurs, je précise tout de même que c'est une commission mixte. Je précise tout de même que c'est une commission mixte. Commission mixte, mais commission voulue par une seule partie. Avez-vous entendu parler de l'invitation au peuple camerounais à participer à cette réécriture? Nous avons la Société camerounaise de l'histoire qui s'est peut-être mettre une parenthèse, professeur, vous êtes également historien. Est-ce que vous connaissez des historiens de votre, je vais dire, de votre acabit, de votre trempe, qui ont été également contactés pour faire partie de cette commission? Oui, il y a Jean Koufane, oui, qui est un historien et que je situais à gauche. Oui, que je situais à gauche et qui a participé à la rédaction de ce document. Et je me suis demandé pourquoi lui. Parce que les autres, pour la plupart, sont des jeunes enseignants. Certains ne sont même pas spécialistes d'histoire politique, mais lui, c'est un spécialiste d'histoire politique. Qu'est-ce qui fait que Jean Koufane, qui est un ami par ailleurs, avec qui j'ai des atomes crochus, qu'est-ce qui fait que Jean Koufane participe à ce que moi j'appelle cette aventure? Vous n'allez pas demander, lui il a parlé du chasseur tout à l'heure. Est-ce que c'est le chasseur qui commande l'histoire du gibier? C'est ce qui s'est passé. Parce que l'initiative a été prise par les Français. Et nous l'avons acceptée. Et vous avez vu avec quelle célérité ce document de 1000 pages a été produit. Vous avez déjà pu le parcourir? J'ai commencé à le parcourir. Jusqu'ici, est-ce qu'il restitue la vérité? Il faut être honnête, il y a un certain nombre de choses qui sont restituées de manière honnête. Oui. Mais il y a aussi des choses qui sont dans l'à peu près. Lorsque vous dites une demi-vérité, ce n'est pas la vérité. De bonne foi ou alors vous pensez?
je crois certains sont de bonne foi. Oui. Hein? Mais je dis que à partir du moment où... On chante la chanson du piroguier quand on est dans la pirogue. Bien entendu. Oui. Sinon, le piroguier... Qui a payé? Ah ouais. Je pose cette question. Qui a payé? Très bien. Est-ce le Cameroun? Est-ce la France? Très bien. C'était une parenthèse, j'espère. Oui, c'était une parenthèse close signée avec la parole. Allez-y. Oui, et je continue en disant que la société camerounaise de l'histoire, je crois que ça s'appelle Société camerounaise d'histoire, s'est offusquée. On sait que ça existe, un endroit où il faut trouver des hommes avec une tête aussi bien préparée que celle de Ramondi, qu'on a opposé en face un musicien-chanteur. Oui, donc on savait où trouver de la ressource, on l'a esquivé. C'est parce qu'on veut édulcorer les vérités que la France ne peut plus cacher aujourd'hui. Rappelez-vous que dans les lois françaises, il est dit qu'après 50 ans, les archives de la colonisation devaient être ouvertes. Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'après 50 ans, elles n'étaient pas encore ouvertes. Mais que par le biais des universitaires que nous saluons, beaucoup de vérités étaient déjà sur la place publique. Par le biais des documentaires, des chercheurs même étrangers, on peut citer ici votre collègue journaliste de la télévision suisse romande, qui a fait un documentaire fort précurseur sur l'histoire du Cameroun, l'Afrique sous contrôle, l'assassinat de Félix Roland Moumié, le Suisse Franck Garbelli. On peut citer notre sœur, la fille de Claude Leroy, entraîneur du Cameroun, qui a vécu ici longtemps, en faisant sa thèse de recherche sur le journalisme, s'est aperçu que les archives des pays francophones étaient ouvertes, sauf les archives du Cameroun. Elle a dit, mais pourquoi? J'ai vécu là-bas, je connais ce peuple combattant. Et elle s'est aventurée, s'était fermée, elle a utilisé les relations de son père à travers un colonel d'armée française qui avait travaillé ici pendant le maquis, qu'elle a eu accès. Elle a produit un très grand documentaire, un film documentaire sur la guerre cachée du Cameroun, sur les origines de la France-Afrique. Il y a également la publication de Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatinsa, Cameroun, la Grande Guerre. Donc, la France, à force de cacher les vérités des archives, se trouve aujourd'hui dos au mur parce que ce qu'elle cachait est déjà dehors. Il faut se donner bonne figure en faisant ce qu'elle a fait en 90 avec le discours de la Baule. Lorsque le vent de l'Est soufflait sur le monde entier, le mur de Berlin tombait et que les pays africains revendiquaient déjà la conférence nationale souveraine, il fallait que la France donne bonne figure en allant à la Baule tenir un discours pour dire « c'est moi qui ai donné le multipartisme en Afrique ». Donc c'est le cas aujourd'hui, la France veut polir son image, donner une version de l'histoire qui arrange la France et c'est son droit le plus absolu en tant qu'un pays dominateur, un pays puissant. Ils ont des grands médias, ils ont tout. Mais nous aussi, nous avons notre responsabilité. On ne doit pas tout accepter comme cela. Très bien. Donc nous aussi, vu que la France recherche dans notre contrée des supports pour relayer son message, tout comme on le fait pendant la guerre. Nous sommes dans une guerre de communication. Vous connaissez les médias mensonges. On le fait d'habitude. Vous l'avez vu avec Kadhafi. Tout le monde avait cru que c'était un monsieur qui massacre tout le monde à tout moment parce qu'il est fou. C'est après coup qu'on se rend compte que ce qu'on avait raconté dans des médias n'était que du pur mensonge de guerre. Honorable, deux questions. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Deux questions honorables. La première, je l'ai posée également à Anissé Kanem. Est-ce qu'il faut mettre cette sortie sur le compte du tribalisme? Deuxième, sans mémoire collective, qu'est-ce qui reste aujourd'hui au peuple camerounais? Alors, j'arrête avec l'UPC, disons le Manidem, autour des années 79. Parce que je ne
trouvais plus les choses très structurées, très organisées. Il y avait 1000 patrons, 1000 personnes qui prenaient la parole. En fait, je trouvais que ça ne pouvait pas être efficace pour l'édification d'une nation. Vous parlez à quelqu'un qui était. Mais je ne le sais pas. Oui, donc il ne faut pas dire. Non, c'est ça. Mais c'est mon ressenti. Attendez, moi, ce qui me gêne quand je vous entends, les UPC, c'est que vous n'avez jamais l'humilité de dire que quelque part vous avez aussi échoué. Oui. Il faut indiquer. Alors, écoutez-moi, mais la preuve, vous êtes là, vous dites que c'est le RDPC qui multiplie les dirigeants des UPC, les Manidem UPC, etc., etc. Non, c'est une désorganisation qui vient de quelque part. Je précise juste qu'honorable, vous n'avez pas encore répondu à mes questions. Non, mais je voulais faire cette précision-là parce que vous allez comprendre pourquoi je migre donc du Manidem au RDPC. Parce que j'avais besoin d'une organisation politique qui ait une direction, qui ait un sens et dans laquelle je trouvais l'essentiel du social qui m'intéresse. Et je le trouvais dans l'idéologie du RDPC. Voilà qui est ça, c'est moi. Voilà, ça, revenons donc aux questions que je pose. Je reprécise encore les questions. Je reviens parce qu'il faut effectivement il faut être clair, il faut qu'on avance dans le débat. Je repose la même question d'abord que j'ai posée à Anissé Kane. Est-ce qu'il faut mettre cette sortie sous le compte du tribalisme? Non. Deuxième question. Non. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Pour moi, parce que quand on écoute Elim Bilobé, oui, on peut l'écouter au premier degré, mais on peut aussi l'écouter au deuxième degré. Au 15e. Pourquoi? Et quand on écoute au deuxième degré, qu'est-ce qui ressort? Quand nous parlons tous de la déclassification, je dis souvent que la déclassification est comme une marmite qui a duré trop longtemps au feu. Et quand vous voulez ouvrir le couvercle, comme on l'a fait avec le fameux... Parce que là, ils n'ont fait que ouvrir le couvercle, hein, le fameux rapport là. Il y a ce qu'il y a dans la marmite. Et qu'il faut qu'on soit tous conscients que si nous voulons que cette mémoire collective soit partagée et clarifiée, il faut que nous ayons le courage de nous regarder les uns dans les yeux des autres. Et ce qui est en train de se passer maintenant devrait être encadré par des experts capables de mener cette refondation, c'est-à-dire cette reconstruction. Parce que les gens ont des rancœurs. Vous n'allez pas non plus dire que ceux qui ont des rancœurs aujourd'hui, qui sont par exemple du Mungo, et qui se trompent peut-être des acteurs, qui sont... Je précise que le professeur est du Mungo, oui. Anissé Kane également est du Mungo. Oui, et du Mungo, les deux, oui. Mais ils ont dit qu'il y a eu des exactions, mais qui étaient des exactions... Je me considère comme un enfant du Mungo, voilà. Effectivement. Et ils l'ont dit, et ils ont également reconnu qu'il y a eu des exactions qui ont été perpétrées par deux groupes de bandes armées. Les bandes armées qui existaient déjà là et qui traînaient et qui certainement cherchaient aussi des terres. Parce que le Tchankafé devait quand même trouver des terres pour qu'on le plante. Donc il y avait des gens organisés le Tchankafé. Ah d'accord. Voilà. Il fallait absolument trouver des terres. Donc il y avait une question foncière dans cela. Et il y avait des gens qui forcément menaient cette bataille-là, qui n'était pas celle de l'UPC, qui était... Mais comment est-ce que vous analysez le fait que, qu'on mette ça sous le dos de l'UPC? Non, moi je n'ai pas mis ça sur le dos de l'UPC. Je dis que les gens qui mettent ça sur le dos de l'UPC disent que si Ernest Ouandié avait le plein contrôle du terrain, ces gens-là n'auraient pas eu l'espace pour ça. Est-ce qu'il aurait pu avoir les pleins contrôles? Voilà, exactement. Est-ce qu'il aurait pu avoir les pleins contrôles alors que... Excusez-moi, quand vous entrez dans un maquis, vous êtes le chef d'une armée. Vous êtes le chef d'une armée, d'accord? Le pouvoir, l'État contre lequel vous vous battez, c'est pas lui qui va vous servir des armes. Mais qui a le pouvoir sur le territoire? C'est l'État ou bien c'est le maquis? Non, il y a un maquis. Un maquis, c'est une zone qui est contrôlée, qui est censée être contrôlée par les combattants. Pas par l'État, pas par l'État. Par les combattants. Ernest Ouandié était un combattant.
Ernest Ouandjé avait une armée de libération. Non, je fais le parallèle. Le nord-ouest et peut-être le sud, certaines parties du nord-ouest, qui les contrôle? Est-ce que c'est l'État qui doit les contrôler ou alors c'est... Madame Leïla, ne glissez pas. Nous parlons d'une situation historique précise, celle de l'Ouest Cameroun et du Mungo. On ne parle pas n'amenez pas le nord-ouest. Il y a d'autres données. Il y a d'autres données qui ne sont pas... Non, mais je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle quand même. Je veux dire, qui est censé contrôler... Allez-y, honorable. Allez-y, honorable. Non, et vous voulez... Allez-y, honorable. Allez-y, honorable. Madame. Allez-y, honorable. Oui, allez-y, honorable. Donc, pour dire que le combat aujourd'hui pour nous, le combat des Camerounais, c'est qu'on se sorte de tout cela. Parce que les rancœurs qui ont fait le lit du tribalisme sont là. Elles sont dans les cœurs et les cerveaux des gens. Vous comprenez? Oui. Et il est important qu'on laisse les gens exprimer leur rancœur. Mais le danger de cette expression, c'est que si elle devient passionnée et qu'elle aille dans tous les sens, nous risquons d'aboutir... Jusqu'ici, on la maîtrise encore ou elle est déjà passionnée? C'est le cas. Moi, je pense que jusqu'ici, on la maîtrise. Sinon, on ne tiendrait même plus des débats comme celui-ci. Alors maintenant, comment nous organiser pour qu'on dépasse, c'est-à-dire qu'on arrive à tuer le germe qui nous menace? Comment faire? Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Très bien. Anissé Kane, dans un contexte où le Cameroun aspire à la reconnaissance de son passé douloureux et à la justice, quel pourrait être l'impact de telles prises de position? Je voulais dire que je suis un gars du Congo de Bombari. En 1960, il y avait des élections au Cameroun. Après, vous allez répondre quand même à ma question. Bien sûr. Mon père était candidat. Mon père était candidat contre l'UC, l'Union camerounaise. Voilà. Il a été attaqué pendant sa campagne sur le terrain entre après Baga et Douala. Attaqué par qui? On s'est rendu compte que par une bande d'armée commandée par les amis de M. Mako Tangale, qui était le candidat de l'Union camerounaise. Vous savez que donc, j'avais 9 ans. Après, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On a failli tuer mon père, il est mort avec des dizaines de plombs dans la poitrine. Donc c'était l'Union camerounaise qui attaquait mon père. Ça, c'est ta version. Bon, chacun a sa version. Vous voyez que le problème... Là, c'est le chasseur qui raconte l'histoire. Non, le chassé. Là, c'est le gibier. Vous savez bien que... Oui. On a un historien. Oui. Même après les indépendances, il y avait des bandes armées dans le Mungo qui agissaient pour le compte du gouvernement. Et il n'y avait pas les autres bandes. Mais il y en avait. Alors, ouais, il y avait des bandes. Il y avait plusieurs bandes. Je donne des noms. Ça s'est passé. Non, parce que vous dites une minute, s'il te plaît, parce que vous mettez tout cela sur le dos de l'UPC. Non, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, j'ai dit qu'il y avait des bandes armées qui n'étaient pas sous le contrôle de Ouandjé. Est-ce que c'était ces bandes? Mais attendez, il y avait des bandes. Quand on dit il y avait des bandes, ça veut dire que ce sont ces bandes. Il donne la responsabilité à Ouandjé parce qu'il ne maîtrisait pas le terrain. Ouandjé ne maîtrisait pas le terrain. Poursuivant Anissé Kane. Je finis. Ça s'est passé le 10 avril, le 9 avril 1960. Et ma soeur, qui est Marianne, est morte parce que quand on annonçait à ma mère que mon père était attaqué, c'est les contractions, Marianne est née. Ça s'est passé le 9 avril 1960. Et je donne les noms. Je dis le député Mako Tangale. Je donne les noms. Il y a le tribunal. Si je raconte des histoires... Sauf que je préfère qu'on ne donne pas les noms. Je ne veux pas... Non, parce que... traîner. Non, il peut donner le nom. Comme Elimbilobe aussi a donné le nom de Ouandjé. Donc, chacun peut donner le nom qu'il veut donner. Mais il faudra les preuves de ce que chacun a donné comme allégation. Alors, quand on parle de Baki... Sauf que n'ayant pas les moyens de vérifier, là, présentement sur le plateau, je préfère qu'on s'abstienne de certaines choses. Quand on dit que l'UPC est allé sous Macky, oui. Ça veut dire que l'UPC est sous Macky sur l'ensemble du territoire. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est dans des zones. Mais le Macky en tant que point d'appui, c'est autre chose. Ouandjé n'est pas resté dans le Mongo. Et qui contrôlait alors le Mongo? Attendez.
qui contrôlait le monde. Il y avait pas avait de lieutenant. l'armée de libération nationale du Cameroun. Elle n'était pas structurée. Mais pourquoi c'est revendiqué? S'il n'est pas resté, dans le Mais mouvement, un pourquoi ces général revendications? bouge, ça veut dire que son Madame Mais Dolabès, ce n'est pas lui qui était à la tête de toutes les bandes qui existaient. Non, pas les bandes, je dis son armée. Bon. Mais s'il n'est resté, une armée. s'il n'est resté Oui, il que y avait 2 ans, l'armée de Alors, libération de la... Je dis que il est Donc, S'il n'est accepter resté- qu'il s'il était en difficulté. s'il n'est resté que 2 Tu ans. n'as pas les armes, tu n'as pas l'argent. Est-ce que tu veux mener quelle est-ce que ce guerre? problème de Tu vas guerre sacrifier foncière se ton pose peuple. également dans les autres régions du Cameroun? bon. Quand vous étiez dans le Manidem. Ouais. Allez-y. Oui, vous y avez cru. Vous avez cru hein, Que c'était un le grand- Mandem, c'est une émanation de l'UPC. Oui. Vous y avez Et j'ai dit que je n'y ai pas cru. Mais voilà, mais maintenant vous prenez Je dis simplement que les chemins de traverse. Ernest Ouandier n'a pas pu contrôler Non, le terrain. nous on dit non. Ce n'est pas ce Pourquoi? qui Parce s'est passé. qu'il n'avait pas les moyens Ce de n'est sa pas ce politique. qui s'est En fait, passé. et j'ai posé la question. Et j'ai Il n'y posé avait la pas les question. moyens de la Était-ce politique. à Ernest L'Union Loisier soviétique n'est de pas contrôler venue. le terrain ou à l'État? Cuba n'est pas venu. Non. Mais tu sais bien, tu sais C'est bien. pas- Oui, Cuba, qu'est-ce que bien. Cuba peut J'ai posé une question. Est-ce que ce Mais problème- c'est parce ils que étaient vous- allés faire quoi en Honorable Algérie? et Non. professeur. Ils étaient allés faire quoi en Cuba Algérie? n'a jamais, Professeur, n'est jamais intervenu. Professeur, l'un à la Oui. fois, sinon les Bon. téléspectateurs ne comprennent rien. Est-ce que ce problème de guerre foncière s'est posé dans les autres parties du pays? Bien sûr, ça s'est posé à l'ouest, Même dans le sud. dans le sud. En Pays-Bas, De guerre foncière. des actions pour des problèmes fonciers. Je vais même plus loin. On a même attribué à l'UPC des assassinats d'adversaires politiques. Est-ce les militaires de l'UPC qui ont assassiné ou des gens proches du pouvoir pour après l'attribuer à Donc l'UPC? eux, ils assassinaient donc qui? Puisque quand tu fais la guerre, tu es obligé d'assassiner quelqu'un. L'UPC assassinait donc qui? Allez-y. Oui, on dit donc vous êtes 4. Non. Non. Honorable, je ne fais pas partie. Honorable, je ne fais pas partie d'un parti politique. Et je n'accepte pas qu'on m'assimile à un parti politique. Allez-y. Je ne fais partie d'aucun parti politique. Jusqu'ici, je reste journaliste. Allez-y. Que le parti, le plateau est... Allez-y. Non, je veux dire que la responsabilité de Ouandier que Maryse évoque, elle veut dire que, puisque il y avait marqué de l'UPC, tout ce qui s'y passait, c'est la responsabilité de Ouandier, pas du tout. C'est l'État camerounais qui dirigeait le pays. Et quel État? Un État répressif. Comment un État répressif peut-il accepter qu'il y ait des trucs comme ça, de l'insécurité, des bandes qu'il connaissait, et que maintenant, on veut attribuer ça aux gens qu'il pourchassait. Parce qu'il fallait déjà que les militants, les membres de l'UPC et les membres de l'armée de libération assurent leur propre sécurité. Vous leur demandez maintenant, vous auriez dû assurer la sécurité de tout le territoire. Mais ils étaient allés faire quoi en Brousse? concédé alors ce J'ai déjà répondu à la question. J'ai dit que l'UPC n'a pas choisi le maquis. C'est l'administration coloniale et les Camerounais qui étaient à côté de cette administration, qui les ont contraints à aller se protéger dans le maquis, sous maquis. Ensuite, Mais c'est ça la vérité. c'est la vérité. Peut-être ça, la à la vérité. naissance. Peut-être à la naissance du concept. Attends, Marie, mais quand on dit- j'étais en Égypte, pourquoi? Quand on dit- J'étais en Égypte, pourquoi? Je dis, hein, Parce quand on que dit- j'aimais l'exil. Quand Mon on père est dit- mort, je ne suis pas venu aux obsèques. Parce que je m'en fous de mon père. Quand on dit- Non, arrête, maman. On fait l'option de la lutte armée. Je dis bien lutte Nous et n'avons pas armée. fait l'option. Ça veut dire que c'était quand même une bagarre. On a poussé l'UPC. On a obligé l'UPC à se défendre. à se défendre. C'est ça. C'est ce qu'il faut. On a pourchassé l'UPC à Douala, on a pourchassé l'UPC dans les grandes Il s'est villes. déporté dans le sud. Elle-même a dit, sans armes, sans soutien, ça veut dire que... Alors, comment vous lancez un truc comme ça si vous avez la possibilité de faire autrement? Non. L'UPC n'avait pas la possibilité de faire autrement. Elle ne pouvait qu'aller sous maquis. Et commencer donc sous maquis à bien s'organiser pour continuer la lutte essentielle pour l'indépendance et la réunification. Donc vous ne pouvez pas attribuer à un chef d'une armée révolutionnaire
la sécurité de tout le pays. C'est ce qui est extraordinaire. Plus grave, et c'est ça qui est important. Pourquoi Elimbili, Wandé ou Bamleke? Parce que Wandé Bamleke, c'est tout. C'est tout. Puisqu'il n'y a pas un autre élément qui montre que Wandé avait un comportement sectariste et tribaliste. Rien d'autre. Sauf parce qu'il est Bamleke, donc forcément, tout ce que des bandes où il y a des Bamleke font dans le Mongo, c'est Wandé Ernest. Pourquoi? Parce qu'il est Bamleke. C'est trop facile. C'est quand même trop facile. Attends, je finis. Dans la Sanara maritime, est-ce que tous les bassards étaient... Vous l'avez dit déjà. J'ai déjà dit. Oui. Ici à Douala, les manifestations commencent à Douala, à Yaoundé. Pas dans le Mongo, ni à l'ouest. Donc je veux dire que, commencer maintenant à dire que, en fait, tous ceux qui étaient à l'UPC sont des Bamileke, c'est ce que ça veut dire dans la session de... Non, pas du tout. Très bien. C'est ce que ça veut dire. Dans toutes les exactions qu'on peut attribuer à des bandes où il y avait des Bamileke, c'est dans l'UPC. C'est à Wandé. C'est à Wandé. C'est un peu trop gros. Parlant de la mémoire collective, le général de Gaulle a dirigé la résistance. Est-ce qu'on a une mémoire collective finalement aujourd'hui au Cameroun? Justement. Elle n'y est pas encore. Non. Pas encore. Elle se construit. Il faut qu'on travaille. Elle se construit tous les jours. Mais pas avec des déclarations pareilles, justement. Le général de Gaulle a dirigé la résistance. La résistance était sous Macky. Elle était sous Macky. Vous savez le nombre de Français qui sont morts du fait de l'attaque des résistants? Vous pouvez imaginer donc, malgré tout ça, un Français se lève en France et dit que le général de Gaulle est un bandit ou un criminel. C'est ce que je trouve dans cette déclaration quelque chose d'insensé. Vous pouvez imaginer à Cuba, malgré les exactions qui ont eu lieu, Fidel Castro, qu'on dise que Fidel Castro c'est un bandit. C'est un bandit. Pareil pour en Amérique du Sud, avec les luttes de libération. Est-ce qu'on... Et Mandela, pareil. Est-ce qu'on peut imaginer que... J'avais un petit élément. Un Sud-Africain dise que Mandela était un bandit parce qu'on a dit les mêmes choses sur Mandela, sur sa femme, etc., qu'ils ont commis des actes de vengeance, etc. La mesure, justement dans un pays comme le nôtre, qui est un agrégat communautariste, la mesure est indispensable pour justement la construction et la conservation de cette unité pour laquelle des milliers de Camerounais sont morts. Très bien. En une minute, parce que le professeur, on va avancer dans le débat, on va parler de la loi de décembre 81. Un petit élément en une minute, oui. Qu'on peut qualifier d'élément juridique sur le comportement de Ernest Wandé, parce que beaucoup de gens parlent sans le connaître. Ernest Wandé, c'est un combattant révolutionnaire qui a eu le courage, dans le maquis, pendant qu'il est traqué de toutes parts, il a eu le courage de créer un tribunal. Voilà, il a sanctionné. Il sanctionne des gens qui font des comportements anti-citoyens. Donc, quand on parle d'une façon aussi légère d'un homme qui a emporté la sympathie même de ses bourreaux en termes de loyauté à son pays, c'est très grave. Justement, parlons de cette loi. Parlons de la loi du 16 décembre 1991 réhabilitant Ruben Unobe et autres Ernest Wandé et Félix Moumié. Professeur, quel était l'objectif de cette loi? Je crois que nous sommes en 91, oui. Dans une période quelque peu agitée. Et je crois que la raison est d'abord politique. Expliquez-nous. Elle est politique parce que M. Biya pense qu'il faut ramener le calme dans le pays. Et pour amener le calme dans le pays, il faut parler d'un certain nombre de figures politiques, un certain nombre de exhumées
un certain nombre de figures politiques qui, par exemple, si je vais prendre le cas de M. Ahidjo, la condamnation de M. Ahidjo, premier président de la République du Cameroun, n'a pas plu à beaucoup de gens. Et je crois que c'était pour essayer de calmer certaines personnes que ça a été fait sur le plan politique. Deuxièmement, ces gens ont été réhabilités. La réhabilitation, cela signifie, bon, que on vous a jugé, vous avez été condamné, mais nous décidons qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus considéré. C'est une amnistie politique. C'est une forme d'admission. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un problème politique. Vous n'êtes plus considérés comme des ennemis de la nation. Désormais, vous êtes des exemples. Puisque c'est l'une des raisons qu'on a données, on a dit qu'ils se sont battus pour l'indépendance du pays. Vous êtes des exemples, vous êtes des modèles, même à la limite. C'est pour ça que il est difficile après cela d'entendre les gens, parce que ça s'appelle Limbilo Bessol, mais aussi d'autres, insulter des gens qui ont été érigés en modèle, à mon avis. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont été aussi, qui ont été réhabilités, qui ont été condamnés à mort. Le secrétaire politique de Douala Mangabel a été condamné à mort, il a été exécuté. On n'a jamais retrouvé son corps. Comment il s'appelait? Ngosodine. On n'a jamais retrouvé le corps de Ngosodine. Mais pour les Allemands, Ngosodine était un traître. Parce qu'il avait pris fait et cause pour la lutte de son peuple. Il avait fait le voyage en Allemagne et c'est là-bas qu'on l'a attrapé, on l'a ramené ici. Il a été condamné et il a été exécuté. Le même jour que Rudolf. Le même jour que lui, mais on a donné une sépulture à Rudolf. Oui. À lui, on n'a jamais donné une sépulture. Il paraît qu'on a retrouvé au cimetière de Djonjo. Est-ce qu'on l'a retrouvé réellement? Parce que moi, je fais partie de cette commission. On n'a jamais retrouvé son corps. On lui a donné, on a érigé une stèle quelque part. Bon, voilà. Mais on demande aujourd'hui aux Camerounais. Est-ce que cette loi devrait être brandie par les nationalistes et autres descendants de l'UPC pour saluer la mémoire de Ernest Ouandjé? Bon, les nationalistes pensent tout simplement qu'il y a une certaine reconnaissance des mérites de l'UPC et de Ouandjé par le pouvoir. Reconnaissance des mérites de l'UPC et de Ouandjé, mais reconnaissance également des mérites d'Amadou Ahidjo. Oui, Amadou Ahidjo, quoi qu'on dise, Amadou Ahidjo a été le premier président de la République du Cameroun, même si je l'ai combattu. Je dois admettre qu'il a été le premier président, il a un certain nombre de mérites. Et le réhabiliter, c'est le rappeler à la mémoire des Camerounais. Très bien. Honorable. Un petit mot par rapport à ce qu'il vient de dire au professeur. On peut douter. En une minute, parce que c'est l'honorable qui a la parole. La sincérité de cette loi. Parce que, il y a 2 ou 3 ans, parlant du Nord-Ouest, on dit qu'on veut vaincre ces gens-là comme on a vaincu l'UPC sur Maki. Mais ils n'ont pas vaincu l'UPC. Ils l'ont vaincu. Tiens. C'est la pure vérité. Ils l'ont vaincu en fusillant Ouandjé à Bafoussa. Non, pas en fusillant Ouandjé. C'est ça.
Non, je veux dire Ça que veut donc dire peut que lutter, c'est sincérité. la route, En la lutte. 1991, Mais qu'est-ce qui reste de l'UPC La aujourd'hui? lutte Non, contre Je veux dire, si l'UPC n'a pas été vaincu, néocolonialisme. l'UPC n'a pas été vaincu, qu'est-ce qui reste de l'UPC Mais aujourd'hui? on est personne non existant. Non, quoi. il y a Donc Manidem. vous ne voyez pas. Mais tu vois pas les deux, la Manidem, Ce qui Manidem. reste, si vous voulez que je vous dise en une petite phrase, ce qui reste de l'UPC, c'est encore l'orientation de l'UPC qui doit mettre le Cameroun sur le chemin de la prospérité alors qu'on en a dégringolé de plus de 50 ans. Oui, Donc, mais dans aujourd'hui, le pays est perdu. avec quel outil? Regardez la Avec quel décrépitude. instrument? Je finis. Regardez la décrépitude Attends, je que finis. nous avons. Oui. Il y a- Vous allez poser la même. Oui, allez-y. Je vais poser la même question. Que reste-t-il du gaullisme? Oui. Des tas de choses. C'est une idéologie, c'est une vision de la France. Que reste-t-il de l'UPC? C'est ce qui est fondamental. Ce n'est pas le palais de Ngouakele ou tout dit, qui donne ce qui reste, de l'âme immortelle du peuple camerounais. Je disais que en 91, il n'y avait pas le choix de faire ces lois. C'est là où C'était un rapport de force, ça. l'UNDP était dans l'opposition. L'UNDP se revendique de cette manière d'Aïdjo. D'une filiation. D'une filiation. Ouais. Quelques mois auparavant, bien nous a mis en prison, justement, parce qu'on nous a parlé de l'UPC. Donc il y a une certaine... C'était le rapport de force. Un rapport de force qui a obligé le président de Marlise à tenter cette opération. Honorable. C'est bien. On ne la recuse pas totalement. Je dis, les actions doivent suivre les déclarations. Depuis cette loi de réhabilitation, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour montrer que ces gens-là sont des modèles? Voilà. Bien, ne prononce jamais ces noms-là. Il ne les prononce jamais. C'est comme quelque chose de mystico-religieux. Il ne les prononce pas. Tu dis que c'est des Il ne modèles. pas le nom du président Aïdjo non plus. Ah oui, c'est pareil. la même loi. C'est la même loi. C'est la même loi. Comment? Non, quand je le dis, c'est Oui. quand même celui qui lui a passé le pouvoir. Ouais, c'est encore plus grave. Hein? C'est-à-dire que son papa, il n'ose pas, son illustre Prédécesseur. Prédécesseur, pas son papa. Qui ne faillira. L'illustre prédécesseur qui ne faillira jamais. Comme lui. Honorable, parlons toujours de la loi du 16 décembre 1991 qui réhabilitait Ernest Ouandie, Ruben Mouloubet, Félix Moumie. Est-ce qu'une communication des autorités aujourd'hui, où il y a cette polémique autour du rôle que ces derniers ont joué, est-ce qu'une communication des autorités serait pertinente, à votre sens? Mais, forcément, mais sauf Pour que remettre la peut-être balle au que, centre. pour remettre la balle au centre, il faudra bien que les dirigeants disent quelque chose. Et je crois qu'ils nous observent. Ils nous observent d'abord. Qu'on se donne d'abord Non, on ne se donnera pas des coups de poing. Mais ça a Parce que commencé. ce que Elimbilobe a fait, si ce que Elimbilobe a fait peut être répréhensible, je dis bien sur la forme, ça a quand même le mérite d'avoir mis sur la table un vrai débat. Et ce débat doit avoir lieu. Et je pense que si le président de la République a élevé ces personnes à ce statut-là, est-ce que Ouandie n'était pas courageux? Est-ce que Ouandie n'était pas altruiste? Est-ce que Ouandie n'était pas inspirant? Est-ce que Ouandie n'était pas résilient? Est-ce que Ouandie n'était pas engageant? Tu poses la question bien. Non, je veux dire que quand on voit tout ce qui définit un héros, Ouandie répond à tous ces critères-là. Maintenant... Encore que la loi ne parle pas de héros national, la loi parle de figure historique. Bon, disons même de figure historique, c'est déjà un très grand titre d'être une figure historique. Donc, pour moi, le débat qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est premièrement, laisser les gens dire leur rancœur. Parce que les gens ont des rancœurs. Maintenant, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux si c'est pas encadré. Ça peut être si c'est pas encadré. Si c'est ça pas peut aller encadré. dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire que quand quelqu'un a quelque chose à vomir. Parce que la déclassification, c'est un peu comme réveiller les morts. Hein, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on va manipuler des choses pas possibles. Même le voisin qui est allé te dénoncer
Et donc, selon vous, on devrait, oui ou non, déclassifier les archives? Comment? Selon vous, on devrait, oui ou non, déclassifier les archives? Moi, je pense que pour faire une vraie fondation, c'est bien qu'on déclassifie. Mais c'est un exercice difficile, compliqué, dangereux. Qui peut être dangereux. Si c'est pas encadré. Et il faut que ce soit encadré. De toutes les façons, moi je dis souvent qu'on ne peut pas, nous n'avons pas le choix. Personne d'entre nous ne sait vivre sans l'autre. Et le Cameroun ne sera grand que si nous sommes ensemble. Alors que tous ceux qui aiment le Cameroun, quel que soit leur bord, parce que ce n'est pas, on n'aime pas le Cameroun que parce qu'on est UPCiste. On l'aime aussi parce qu'on est d'un autre parti. Il y a, on est RDPciste, et il y a quelque chose de très important que je voulais dire ici, c'est que quand on dit l'âme immortelle de l'UPC, ce n'est pas par rapport à du peuple camerounais, ce n'est pas par rapport à la lutte armée, c'est parce que l'UPC représente ce grain de fierté que chaque Camerounais a à l'intérieur de lui-même et qui forcément en fait un acteur contre le néocolonialisme. Très bien. Monsieur Signé, oui. L'honorable pense qu'effectivement une communication des autorités camerounaises serait la bienvenue pour remettre les choses dans le bon ordre, mais jusqu'ici, on attend. Ça fait exactement 7 jours que ce débat va dans tous les sens. Comment est-ce que vous analysez justement ce silence? Nous analysons le silence du gouvernement camerounais par rapport à cette dérive-là comme un silence complice. Parce que il est dit, et il est de notoriété publique, que c'est l'État qui garantit la sécurité des populations. C'est l'État, les populations sont en insécurité sur le plan du dressage d'une tribu contre l'autre tribu, ainsi de suite. Et l'État est l'arbitre qui doit siffler la fin et ramener l'ordre. Mais si l'État ne le fait pas, nous accusons ici l'État de ce silence complice. Nous accusons, je l'ai dit dans mon premier jet, les procureurs qui comprennent cela et ne bougent pas. Et nous disons que la loi n'était pas, comme dit le chanteur camerounais, la loi n'était pas un loisir. Les lois sont faites pour être appliquées. Et quand on dit que quelqu'un est au pouvoir, ça veut dire qu'il est capable de prendre une loi et de la faire respecter. Si le gouvernement camerounais, sur des dérives pareilles, ne peut pas faire respecter la loi, il faut douter que le Cameroun soit encore bonnement gouverné. Il faut douter. Est-ce que nous sommes encore gouvernés? Est-ce que l'État joue son rôle? Est-ce que, pour dire également jouer son rôle dans le domaine de l'enseignement, est-ce qu'on ne devrait pas réprimer des dérives comme ça qui peuvent amener les autres à croire que tout ce qu'on dit à la télévision et à la radio est vrai, notamment ce que le monsieur a débité là? Donc il faut recadrer au plus vite. Et si on ne le fait pas, on se demande très bien à quoi nos gouvernants jouent. Professeur, et pendant que ces faits cristallisent la tension, les enjeux de cette année électorale passent sous silence. On ne parle plus des inscriptions sur les listes électorales. On ne parle plus de la publication du fichier national. Entre ces années d'avant et après indépendance, où le tribalisme était parfois agité pour diviser les Camerounais, des enjeux qui sont censés rassembler la nation, et 2025, qu'est-ce qui a changé selon vous? Bon, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que il y a d'autres centres d'intérêt. Les gens, vous savez, le problème avec un certain nombre de notions, c'est que quand on les agite, elles ont tendance à rassembler plus facilement que d'autres. Le tribalisme, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il faut que les gens le comprennent. Est-ce que vous craignez l'escalade aujourd'hui? Oui, moi je crains l'escalade parce qu'il y a Elimbi Lobé, mais il y a aussi des gens qui lui répondent. Si vous allez dans les réseaux sociaux, moi je suis atterré, littéralement atterré quand je lis ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux.
Hein? Il y a des soutiens à Elimbi Lobé. Il y a des gens qui lui promettent la mort, des choses. Moi, je n'irai pas jusqu'à la mort. Hein? Et il y en a d'autres qui s'agréent à ceux-là. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux. Notre pays, je le répète une fois de plus, n'a pas besoin de cela. C'est pour ça que je crois que l'État devrait intervenir pour mettre fin à la récréation, pour siffler la fin de la récréation et dire que, mais il y a même, et dire que le tribalisme, que lorsque dans un pays comme le nôtre qui a, je ne sais pas, 250 ethnies, vous commencez à agiter, n'est-ce pas, ce chiffon du tribalisme, ça peut éclater, ça peut faire boum, n'importe quel moment. Et surtout dans une ville aussi cosmopolite que Douala. Hein? Nous avons déjà affaire à un certain nombre de dangers. C'est tous les jours que des Camerounais sont tués. C'est tous les jours que des femmes sont massacrées, ça et là, sans qu'on puisse forcément mettre la main sur les auteurs de ces actes. Si on laisse libre cours à cette phraséologie, hein? Tous les ressentis vont sortir. Je ne sais pas, mais où on va professeur, arriver. excusez-moi, mais je pense qu'il va falloir quand même dire des choses. J'ai lu quelque chose que j'ai trouvé aussi très grave. Les Banènes partis d'une CAM qui se sont retrouvés dans le Mbam et non, Nogo. dans le Nkam surtout. Excuse-moi, ils sont partis d'une CAM. Et pour le Mbam et Nogo, Oui, il paraît parce que les Banènes on sont avait également sorti dans les le gens Mbam. des villages pour leur dire s'ils ne sortent pas, ils sont considérés comme des maquisards, donc on les... et les gens sont partis. Et ces gens-là disent qu'ils veulent revenir chez eux. Ils disent oui, qu'ils veulent revenir dans l'État. Oui. La responsabilité. Non, c'est pour dire que cette normal. réparation ne passe pas forcément seulement par rapport au, j'allais dire, ce procès n'est pas seulement le procès intercommunautaire. Il y a aussi des réparations qui devront venir de l'État. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses. On ne peut pas dire aux gens, non, ne dites rien ou taisez-vous, on ne peut plus revenir sur telle ou telle chose. Les gens ont envie qu'on répare quand même quelque chose. Oui, non, moi je trouve que à quelque chose de bien, malheur est bon. Sauf que, justement, lorsqu'on sort des choses comme la déclaration de Limbi, ça a des effets dangereux. D'abord, voilà tous les racoleurs. Moi, dans la toile, tous les racoleurs anti-UPCistes, mais originaires de l'Ouest, trouvent dans les propos de Limbi du tribalisme. Mais vous également, vous y avez trouvé du tribalisme. Oui, mais alors, ils sont des racoleurs parce qu'ils étaient anti-UPCistes notoires. Quand on attaquait l'UPC, ils ne disaient rien. Maintenant qu'on attaque la communauté, ils deviennent des UPCistes de haut rang. Plus grave. Il vaut le secours de la communauté. C'est même pas de l'UPC. Pas de l'UPC. Est-ce que ces personnes ne se sont pas indignées lorsqu'on a traité Rudolf Mangabel de traître ou même encore... Non. Ah non, parce que j'en connais qui... on dit des choses plus graves sur Rudolf Mangabel. Je vais vous dire, quand on va en Pays Bassa, tous les Bassa, même ceux qui ont tué des UPCistes, se réclament de l'UPC. Jusqu'à présent, même les UPCistes... Il y a des ouvriers de la 25e heure. Tout à fait. Par contre, et c'est ce qui est grave, ce qui arrive à Wandi, Wandi a été d'une manière ou d'une autre banni dans sa communauté. Et il doit faire un deal avec la bourgeoisie bamileke pour bannir Wandi. Et aujourd'hui, ce Wandi qui a été banni par sa propre communauté, on lui fait endosser
Par la bourgeoisie ou par sa communauté? Par la bourgeoisie. Merci, Voilà. madame. Par la bourgeoisie. Par la bourgeoisie. Mais qui a entraîné... Parce que c'est le petit peuple qui finance l'UPCR. Très bien. Voilà. Oui, mais sauf que ça fait en sorte que le nom de Wandé était peu prononcé à l'Ouest. En 1991, lorsqu'on est déjà dans le multipartisme, nous allons à Bafoussam, au cimetière Balin, où enterrer Wandé. Le gardien de prison lui pose la question, où est la tombe d'Ernest Wandé? Et il dit, hein? J'ai pas compris. Comment? Il ne peut pas prononcer. Il ne peut pas prononcer. On redit. Il ne connaît pas ce nom-là. On appelle un camarade qui parle forcément sa langue. Il lui explique. Vous lui avez parlé, vous avez parlé de peur. Oui, bien sûr. C'était la terreur. C'est la terreur. Mais il y a des noms qui étaient interdits. Interdit. Vous pouvez donc comprendre que certains choisissent de protéger leur vie. Non, mais forcément, je venais de dire que Tout le monde n'est n'était pas militant politique. Militant politique. Le monsieur gardien de prison, Oui. gardien de cimetière, Balin ou Antewandi, il ne s'est même pas levé. Il a dit voilà la tombe. Il ne s'est pas levé. Qu'on ne dise pas qu'il a participé. Il a prononcé le nom de Wandier. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, les enjeux. Les enjeux. Oui. Et plus grave, c'est comme Mbembe. Vous dites que même. Dit que Rudolf Douala Mangabé, c'est un traiteur de la nation. Ben, je lui avais répondu. Vous regardez. Quelqu'un qu'on a sacrifié. Il y a eu des sorties pour répondre également là, parce que ce sont des personnes qui appartenaient à la nation, pas à des tribus. Oui, je veux dire Très que, bien. pas tout, mais je dis qu'il y a des racoleurs, puisqu'on exhume toutes ces histoires, dont la haine tribale est attisée par ce genre de sorties. C'est pour ça que l'État a une responsabilité. Le Bouddha qui dirige le ministère de la Communication, il n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Le Bouddha. Non, le ministre de la Communication. Non, oui, même le Bouddha ne parle pas. Le ministre de la Communication. Oui, Anissé il n'a encore rien dit sur le sujet. Mais quels sont les enjeux? Les créatures de Paul Biya, d'Onfamé Ndongo, rien. Rien. C'est ça que le camarade il dit que c'est un silence complice. Ça permet que pendant ce temps, les routes ne marchent pas, les hôpitaux, etc. Et les Camerounais se tripent entre eux pour des histoires qui sont de l'intérêt de l'écrasante majorité. C'est ça qui est grave. Monsieur Signaki, est-ce que ça profite cette polémique aujourd'hui? La polémique. Bien, on dit souvent, et vous posez une très belle question, dans les techniques d'analyse criminelle, on dit à qui profite le crime. J'ai dit aujourd'hui que l'individu qui a agité cette pavée dans la mare est coutumier des pratiques comme celle-là. Notoirement, il est reconnu sur la scène, sur toutes les scènes que je l'ai vues, presque toutes ces scènes, il agite le tribalisme. À qui profite? Ça lui profite. À lui ou bien, parce que je précise qu'également le débat sur le tribalisme, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, ou alors c'est un mauvais constat que je fais, mais à chaque veille d'élection présidentielle, c'est un débat qui ressurgit. C'est pour ça que je repose la question, à qui est-ce que ça profite? J'ai dit, ça profite à celui qui a agité cela. C'est un calcul politique, et aujourd'hui, on voit très bien qu'un individu qui était au plus bas de sa popularité a aujourd'hui en 2018, ce n'est pas lui qui a... comme un défenseur de la communauté. Je veux dire, en 2018, ce n'est pas lui qui a fait ressurgir le débat sur le tribalisme. Je parle d'aujourd'hui. Vous avez posé la question sur le cas d'aujourd'hui. Non, je veux dire, à qui est-ce que ce débat sur le tribalisme généralement en général, profite? dans le Cameroun, oui. Le tribalisme profite au gouvernement en place. Pourquoi? Parce que le gouvernement en place a inauguré le tribalisme comme une arme de détention du peuple. De division. La division est une arme politique. Rappelez-vous qu'avant l'accession de M. Biya au pouvoir, nous étions presque dans un état où on ne connaissait plus les divisions tribales. Je prends l'exemple de tous les parents d'autres régions. Mais si on se réfère à ce qui est dit dans le Mungo, si on se réfère aux plaintes dans le Mungo, il faut dire que... Je prends même l'exemple du Mungo. Tous les parents qui ne sont pas originaires d'une contrée
lorsqu'ils arrivaient, ils changeaient leur langue, leurs enfants parlaient la langue de cette contrée et ils épousaient des femmes de cette contrée, ils devenaient membres de cette contrée. Il n'y avait pas, à ce moment, on n'avait pas besoin de convoquer le vivre ensemble comme on le convoque aujourd'hui comme un discours vaudouisant, mais on vivait le vivre ensemble. Tous les gens d'autres tribus, parce que j'ai grandi par exemple à l'Ouest, qui habitaient l'Ouest ont leurs enfants qui parlaient les langues de l'Ouest. Et quand je suis arrivé ici à Douala, j'ai constaté que les parents immigrés du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest qui vivaient à Douala parlaient les langues Douala. Aujourd'hui, ce ciment unificateur est cassé. Aujourd'hui, c'est l'appartenance tribale qui fait même comment on appelle ça, le marché politique de certaines personnes. Donc, la division ethnique, le tribalisme est une arme que le régime actuel a introduit dans le peuple pour le tenir, le diviser, l'empêcher de faire une union des forces à la base pour faire sauter le couvercle. Honorable, je vais conclure là-dessus. Oui, je vais conclure là-dessus. Vous avez dit sur la question du silence du gouvernement. Je voudrais vous dire également que sur cette question-là, le gouvernement reste silencieux parce qu'une de ses stratégies, c'est la stratégie de la décrépitude. La gouvernance par le chaos. Il faut qu'on oppose les communautés camerounaises entre elles et on reste un spectateur pour les voir s'affaiblir. Lorsqu'ils auront fini de s'affaiblir, on vient en grand maître pour désigner les vainqueurs ou bien pour venir en faiseur de paix. C'est pourquoi une stratégie que le peuple doit adopter, et nous la prônons dans le mouvement Stand Up for Cameroun, que mon parti politique, l'UPCM-ANIDEM, anime avec d'autres forces politiques, nous prônons qu'il faut dépasser les clivages ethniques, mettre sur pied un mouvement transpartisan, et c'est ça l'orientation de nos pères fondateurs, pour aller, comme Marlise disait tout à l'heure, sur la mémoire collective, pour aller à ce que nos pères fondateurs revendiquaient avant 1960, table ronde, on leur a refusé, que nos jeunes enfants de parlementaires de 90 ont revendiqué sur le vocable de conférence nationale souveraine. Le plus fort d'entre eux a dit que c'était sans objet et que cette même revendication est revenue hier en 2016 dans les deux régions anglophones en convoquant National Dialogue. Alors, sur la même question, si nous convoquons tout cela, c'est pour qu'on refonde le Cameroun, qu'on coupe avec ces lois actuelles qui sont issues de la colonisation, qu'on dissolve toutes les institutions néocoloniales et qu'on refonde le Cameroun en mettant tous les Camerounais autour d'une table et qu'ils disent avec quelles lois ils doivent être gouvernés. Très bien. C'est ça notre Honorable, je vous pose également la même question. Je le disais, comme en 2018, le débat sur le tribalisme refait surface. On le constate à chaque veille d'élection présidentielle finalement. Ça revient sur la table. À qui est-ce que ça profite? Pourquoi est-ce que vous dites que ça profite aux politiques? Excusez-moi, un petit préalable. Oui. Et Limbilobe est un personnage politique qui a choisi son couloir et qui gère son couloir. Son couloir, c'est? Son couloir, c'est de ramener l'opposition à une seule candidature. Son couloir, c'est de se lever chaque fois que sa communauté semble être brimée. Et ça, excuse-moi, s'il te plaît, tu as eu tout ton temps pour développer. Et ça, beaucoup des gens de sa communauté le reconnaissent en cela. On ne peut pas, parce qu'il a fait sa déclaration ou alors il se lève pour revendiquer ce qu'il croit être la part de sa communauté, qu'on va dire que ce n'est pas un homme politique. Chaque homme politique choisit son couloir et défend son couloir. Et Limbilobe le fait et il est reconnu par la majorité de sa communauté. Dans vous? Ça, c'est... Oui, dans moi. Je ne suis pas d'accord avec toutes les formes que prennent ces revendications, mais je pense que sur l'essentiel, il pose les problèmes que beaucoup d'autres n'ont pas le courage de mettre sur la table. Maintenant,
quand il s'agit de parler quand on dit oui, les gens disent des choses graves et tout, écoutez bien les émissions chaque dimanche. Ce que certaines personnalités autour des plateaux disent sur les membres du gouvernement, c'est inadmissible. Des qualificatifs impossibles. Qui touchent même, certains vont même jusqu'à dire que oui, c'est des gens qui boivent le sang, des choses impossibles. Alors, je crois que nous avons atteint tous un degré de voyeurisme, parce que tous les dimanches, les gens sont devant la télé pour écouter ça et applaudir. Hein. Si vous me n'avons pas fait ça ici. Non. Chez Laïla, généralement, on ne fait pas ça. Mais je veux te dire que les gens qui pensent que ça leur donne de l'audimat continuent à entretenir ces pugilats. Sous le regard silencieux, voilà. Sous le regard silencieux de ceux qui sont censés. Maintenant. De ceux qui sont censés frapper du poing sur la table. Je continue mon propos. Oui. Pour dire que le tribalisme a une mère. La mère du tribalisme, c'est la rancœur. Continuer à faire comme si les rancœurs ne sont pas importantes ou elles n'existent pas, c'est mettre du sparadrap sur une plaie qui suinte. Ayons le courage, d'autres l'ont fait. Je pense que ce qui s'est passé au Rwanda est 10 000 fois plus grave que ce qui se passe dans notre pays. Et pourtant, ils ont trouvé le courage de rebâtir et de refonder les choses sur ce plan-là. Donc, le tribalisme, pour moi, je n'en suis pas adepte. Parce que j'ai eu la chance d'être fille de fonctionnaire. Donc, je n'ai jamais fait 2 ans dans une ville. Donc, j'ai fait peut-être 20 établissements scolaires et tout. Donc, ma capacité d'adaptation, je ne suis... D'accord. Et la capacité des peuples qui vous accueillaient aussi. Non, je dis ma capacité d'adaptation aujourd'hui a été forgée par cette exposition permanente à d'autres. Très bien. Il y avait le tribalisme. Très bien. Les mariages intercommunautaires étaient prohibés. C'était, oui, les amoureux qui n'étaient pas de la même ethnie devaient se battre pour imposer avec les parents. À quelle époque? Mais à cette époque-là. Ouais. C'est vrai, ne dites pas que c'était facile. C'était pas facile. Moi, j'ai des tantes, j'ai une tante qui se mariait à Bafan en 1959. Mais ça fait un drame dans la famille. Et elle a tenu le coup et son ménage a tenu. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, c'était pas facile. Mais au fond, ce n'est même pas ça qui est grave. Ce qui est grave... Vous confirmez, professeur? Vous confirmez? Aujourd'hui, c'est... Vous confirmez, professeur? Parce que c'est vous l'historien sur le plateau. Sur les mariages. Oui, intercommunautaire. Était difficile et même quelque part interdit. Je préfère dire difficile. Oui, et même prohibé. Allons jusque-là. Est-ce qu'il y avait une loi? Est-ce qu'il y avait une loi qui les interdisait? Non, je dis mais coutumièrement. La loi, c'est quoi? Quand les parents s'assoient et disent que non, ton mari là... Oui. Comment vous pouvez nier ça? Attendez, mais ce n'est pas ça. Attendez, vous avez déjà parlé de votre programme politique. Le RDPC se bat au quotidien pour qu'on crève cet abcès et que finalement on puisse bâtir ensemble. Et nous pouvons bâtir ensemble. Moi j'en ai la certitude. Donc ce qui se passe là, pour moi c'est juste des soubresauts qui doivent nous amener à aller à l'essentiel et à savoir ce que nous voulons faire de notre pays. On va sortir en donnant la parole au professeur et ensuite à Anissé Kane. Quand des débats comme ceux-ci ressurgissent, preuve que l'histoire du Cameroun n'est pas assimilée par tous, qu'est-ce que l'historien que vous êtes se dit? Je veux dire, comment y remédier? Non, comme je l'ai dit, les historiens font un travail formidable. Mais ce travail n'est pas vulgarisé. Hein? Et puis les Camerounais lisent de moins en moins. C'est vrai. Ils sont accrochés aux réseaux sociaux. Et au football. Et au football, à la télé. C'est ça leur culture. Qui fait la promotion. Si vous les appelez l'autre jour, la journée de la langue maternelle, j'étais à Akwa ici, il y avait combien de gens?
quand ils n'étaient pas intéressés. D'accord. Vous comprenez? Et ce que je voudrais ajouter. Oui, allez-y rapidement, professeur. Monsieur Ahidjo, je le cite, Monsieur Ahidjo avait un credo, c'était l'unité nationale. Il appelait les gens à atteindre cette unité nationale. Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'unité nationale? On parle du vivre ensemble. C'est une question que je pose. Je crois qu'il faut revenir, n'est-ce pas, oui, à cela. Sinon, ça va aller dans tous les sens, comme en ce moment. Très bien. Hein? Parce que c'est dommage. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis un enfant d'un Konsamba. Je connais beaucoup, je dis beaucoup, hein, de mes camarades dont les mères appartenaient à d'autres clans. Et au lycée de Konsamba, s'était forgé une formidable amitié entre tous les étudiants. On voyait des gens d'un tout mou. Quand on a eu un proviseur qui s'appelait Essonedou, il a fait venir des gens même de la Guinée équatoriale. Et ça formait un melting pot terrible. Aujourd'hui encore, quand on se rencontre, on s'appelle toujours frère. Hein? Pourquoi a-t-on décidé de ne plus parler de l'unité nationale? Anissé Ekane, pour sortir définitivement de ce sujet, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir associé, on parlait il y a quelques jours de la déclaration de Douala. Je veux dire, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir associé l'acteur politique Elim Bilobé à cette déclaration, ou alors il faut savoir faire la part des choses? Il faut toujours savoir faire la part des choses. Elle a dit une chose qui est juste. Il faut reconnaître Elimbi, et c'est en cela que je disais, le fait qu'il se bat de façon active pour l'unité de l'opposition. Mais alors, sa sortie, elle fait exactement le contraire. C'est peut-être pour ça que je vous pose la question. Voilà. Est-ce que vous regrettez de l'avoir associé à cette Non, démarche? je ne regrette pas. Je fais un constat qu'il n'est pas cohérent. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous l'associeriez de nouveau? Mais on s'est déjà associé à des gens peut-être pas aussi dangereux. Pourquoi tu En 1991, l'Union pour le changement. L'Union pour le changement. Ah ben c'était quelque chose de un conglomérat très très difficile à gérer. Vraiment, je vous assure que moi j'y étais. Voilà, c'était pas du tout un truc. On a vu des choses incroyables. Comme nous l'avons fait chez Maïmatip, voilà. Il fallait être fort. J'ai été à Liberman aussi. On est un forum des Libermaniens. Je découvre des choses extraordinaires. Il y avait des libres. À Liberman, je n'ai jamais su de quelle région était. Très bien. Oui, peut-être il y a 5 ans, c'est un que je découvre, etc. Pourquoi, au-delà du discours, il y a des faits. Les internats ont fait un brassage terrible. Très important. Et on les a supprimés. On les a supprimés. Ça coûte, hein? Ça coûte, Mais il y en a encore. mais c'est l'État. C'est plus moins cher que ce qu'on perd. Hein? Plus grave. Je suis d'accord avec vous. C'est une option. Merci. C'est une option qui a un coût. Oui. Et si on estime que Si vous c'est détournez favorable à notre si tes amis construction. détournent moins l'argent... Merci Anissé Ekane. J'ai pas En quelques honte de mes minutes. amis, hein. Tu parles comme si je devrais avoir honte de mes amis. Non, mais Vous n'avez pas honte de ceux qui détournent, honorable. Vous n'avez pas honte de ceux des camarades politiques qui se sont retrouvés en prison, accusés d'avoir détourné. Des internats. Oui, oui. Non, il parlait de vos camarades politiques. Si les détournements de fonds publics n'étaient pas un exercice favori de vous. C'est ça le problème. Alors, honorable. Route et insalubrité, le Premier ministre met la pression au cours d'une concertation avec le maire de la ville et les maires des 7 communes de Yaoundé. Joseph John Gouté a instruit en quelques minutes un renforcement des actions en cours et plus de synergie pour faire face aux problèmes de ville, poubelle, cerise sur le gâteau, avec des routes extrêmement dégradées. Est-ce qu'il faut faire le lien entre cette sortie et la veille électorale, Monsieur Signé? J'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont au pouvoir ont le devoir de gouverner. Aujourd'hui, on constate que les poubelles se construisent chaque jour à chaque coin de la rue. Donc, il est au pouvoir, il est de son plein droit et
de prendre des décisions. Est-ce que les décisions qu'il a prises seront suivies? Est-ce que aujourd'hui pointer le doigt sur les maires, que vaut les maires aujourd'hui à l'heure où la décentralisation qui devrait faire fonctionner les mairies ne fonctionne pas bien? Pourquoi la décentralisation n'est pas faite? Pourquoi on continue à garder les préfets? Pourquoi, si nous voulons une cité bien gérée, si nous voulons la démocratie, il faut qu'on accepte d'enlever certains pouvoirs du centre pour donner dans les périphéries, notamment dans les collectivités territoriales décentralisées. Ces collectivités territoriales décentralisées pleurent chaque jour qu'elles n'ont pas des ressources. Comment est-ce que les mairies vont gérer les ordures lorsque la décentralisation peine à se mettre sur pied? Je crois que pour des questions comme la gestion des ordures, l'eau potable, l'école, peut-être les soins de santé dans les hôpitaux de district, des questions comme la gestion de la prison, par exemple, les domaines sociaux comme ceux-là, devraient être prioritaires dans la gestion d'un État qui se veut un État moderne. Très bien. Et pour que cela se fasse, il faut renoncer, puisque notre loi, la Constitution de 1996, était en voie de mettre fin à l'État hyper centralisé, où toutes les recettes de Douala doivent d'abord partir à Yaoundé, on touche avant de vous renvoyer. Il faut que dans les régions, ceux qui gèrent la région soient votés, notamment le gouverneur. Il faut que les préfets, puisqu'ils ne sont votés par personne, ils dépendent directement du pouvoir central, soient supprimés. Et il faut que les délégués du gouvernement soient votés. Honorable, quand c'est ainsi, vous pouvez facilement toquer à la porte du maire le matin pour lui demander pourquoi l'ordure ici, alors que je t'ai déjà donné le moyen pour gérer. Merci, Monsieur Signé. Tant que c'est pas comme ça, c'est des mots en l'air pour amuser la galerie et on continuera. Donc, route et insalubrité, dégradation du réseau routier, insalubrité. Yaoundé et Douala font-elles, ces deux villes font-elles honneur à leur statut de capitale politique et capitale économique du Cameroun? Non. Non. Et je pense que ce sont des chantiers urgents. Et les maires de la ville, en tout cas ici dans la ville de Douala, je sais que c'est une grosse préoccupation du maire. Moi, à mon niveau local, je me suis impliquée, je fais partie des dames qui balaient la rue, mais ça c'est pin-up. C'est pin-up parce que, oui, c'est plus agréable, le quartier est plus propre, etc. Mais les problèmes importants demeurent. Par exemple, après la collecte des ordures, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, du coup, c'est comme si on n'avait pas beaucoup avancé. Mais je sais, pour avoir écouté derrière les portes, que ça va être des chantiers imminents, parce que vous savez qu'autour de ce problème d'ordures, il y a beaucoup de choses, et même des emplois qui sommeillent, et même de l'énergie qui attend d'être extraite. Il y a beaucoup de chantiers qui vont être lancés pour résoudre ce problème de manière définitive et pratique. Oui. Ok. Professeur, qu'est-ce qui coince selon vous? Parce qu'il faut le dire, les rues et grands carrefours de Yaoundé et Douala sont envahis de déchets ménagers. Et ça dure depuis un certain moment. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour tout cela. L'État est où? Non. L'État du Cameroun est dans une situation financière difficile. Nous sommes presque en ajustement structurel. Et quand on est en ajustement structurel, les problèmes sociaux passent au second plan. Qu'est-ce qu'on demande à l'État? De rembourser, de payer les dettes. De payer la dette que nous avons contractée vis-à-vis d'un certain nombre d'organismes internationaux comme ceux de Bretton Woods, la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international. Il y a des priorités. Et les priorités, ce ne sont plus les routes, ce ne sont plus les ordures. Est-ce que ce que vous dites, c'est que la concertation du Premier ministre, c'est que du pipeau? Qu'est-ce que le Premier ministre... Le Premier ministre, s'il le fait, c'est que lui-même est excédé. Lorsqu'on voit les ordures joncher toutes les rues de Yaoundé, le Premier ministre demande aux gens d'essayer de mettre un peu de propreté, de colmater les routes, parce qu'en fait, c'est à ça qu'on s'attache maintenant, c'est ce qu'on fait. L'autre jour, je lisais un rapport du ministère des Travaux publics qui parlait de la route Ngaoundéré-Garoua, qui était, je préfère mettre à l'imparfait, l'une des routes les plus dangereuses de cette République, avec celle qui va de Maroua à Koussiri. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'on a compté le nombre de trous. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu on a compté le nombre de trous qu'on a colmatés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on ne va pas au fond du problème. Ces routes devraient être reconstruites. Mais est-ce qu'on a des moyens pour les reconstruire en ce moment? Moi, je pense que non. Anissé Kane, est-ce que vous attendez grand-chose? Qu'est-ce que vous attendez de rien du tout. Vous savez, le Premier ministre doit avoir le sommeil facile. Le sommeil facile. Parce que généralement, c'est le dernier à se réveiller. Parce que la concertation, ça fait des années que les gens parlent des routes. Même les membres du gouvernement s'en sont indignés. Et aujourd'hui, le Premier ministre se réveille de son sommeil comateux pour parler d'un problème. Disons qu'en 2023, il a posé également le problème. En 2023 également, il a posé le problème. Il doit avoir le sommeil facile. C'est-à-dire qu'il pose des problèmes, il se rendort, et puis pour le réveiller, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Merci Anissé Kane d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci à vous, honorable Marlise Tango-Doualabel. Merci également à vous, monsieur Claude Bernard Signé, professeur Albert François Dikoumé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la réalisation, Adonis Yamen, Roland Mbappé, André Toutoum, Yvonne Amougou, et à la technique, la diffusion. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.